Bonjour et bienvenue dans Imagine Africa. Imagine Africa, c'est le podcast du Gorée Institute qui donne la parole à ceux qui façonnent l'avenir de l'Afrique. Et nous sommes avec l'un d'entre eux aujourd'hui. Il s'agit de Dr Cheikh Tidiane Gadio, qui est ancien ministre d'État, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Vous venez de prononcer le discours inaugural de la 9e édition du symposium du Gorée Institute. Quel message avez-vous lancé aux jeunes principalement, mais à toute l'Afrique entière? Merci beaucoup. Je suis aussi au passage président de l'Institut panafricain de stratégie, paix, sécurité et gouvernance, parce que on s'est dit que l'Afrique a besoin de stratégies, de nouvelles stratégies. On se demande même si l'Afrique avait des stratégies avant pour son développement, pour sa sécurité, pour son unité, pour son intégration. Et comme en tout cas les résultats ne sont pas satisfaisants, on a dit qu'il fallait créer un institut de stratégie pour faire de la prospective comme tout le monde et avoir un plan directeur, une vision et des étapes pour mesurer nos avancées. En même temps, on s'est dit qu'il fallait mettre dans notre démarche clairement la question de la paix, de la sécurité et la gouvernance. Parce que précisément, Cheikh Anta Diop a montré qu'il n'y a pas de sécurité sans développement. Il n'y a pas de développement sans sécurité. La sécurité précède le développement. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'ai eu la grande chance vraiment, et je remercie la direction du Gorée Institute, mon frère Doudja et vous, tous membres de l'équipe, de m'avoir proposé de venir m'adresser à la jeunesse africaine. Je le fais avec d'autant plus de plaisir que j'ai la conviction que c'est là où est le secret d'un futur radieux pour l'Afrique. C'est-à-dire responsabiliser nos jeunes, faire preuve d'inclusion, ne pas monopoliser le pouvoir au niveau de certaines générations, ne pas nommer un seul jeune ministre de la jeunesse et prétendre qu'on a inclus les jeunes, parce que ce jeune ministre de la jeunesse représente 70% de la population. Ça n'a aucun sens. Je dis que dans un gouvernement africain, par essence, à défaut d'avoir la moitié du gouvernement composé de jeunes, qu'on ait au moins 30%, 40%, ces jeunes vont apporter leur énergie, leur dynamisme et leur appétit de servir l'Afrique et de faire de l'Afrique un continent qui se respecte au même titre que les autres continents asiatiques, américains, européens, etc. Donc, j'ai plaidé cela, montré aux jeunes leur importance dans le dispositif, et j'ai dit aux jeunes d'éviter justement d'être des marchepieds pour les ambitions des politiciens qui vraiment des discours flatteurs, etc. Mais une fois qu'ils ont, avec le soutien des jeunes, ils ont accédé au pouvoir, ils oublient souvent de renvoyer l'ascenseur à ces jeunes et de les prendre en charge dans la gouvernance de nos pays. J'ai appelé ça un gâchis, un immense gâchis. Comme j'ai appelé la question des femmes un immense gâchis. Les femmes font tout pour l'Afrique. Elles ont toujours tout fait pour l'Afrique. Elles ont même sauvé l'Afrique de la disparition, carrément, à cause des sévices qu'on a subis, de l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation, etc. L'Afrique a tout subi. Mais si l'Afrique est restée résiliente, c'est à cause des femmes. Parce que beaucoup ne savent pas définir la résilience. La résilience n'est pas la résistance. La résilience, c'est la capacité à absorber un choc et surtout la capacité à rebondir. Et les femmes africaines nous ont fait toujours rebondir. Donc, on leur doit aussi respect, considération et inclusion. Il nous faut beaucoup de femmes dans nos gouvernements. Un gouvernement de 30 ministres avec 3 femmes, c'est irrespectueux. Ça ne correspond pas à la réalité de nos pays et à la compétence de nos cadres. Certains disent, oui, mais vos histoires de genre, mieux vaut mettre les gens selon la compétence. Je dis, si on respecte strictement ce critère, on met un comité de sélection basé sur la compétence. J'ai peur que tous nos gouvernements soient majoritairement composés de femmes. Parce que les femmes ont un défi à relever. Elles ne peuvent pas être normales dans leurs études. Il faut qu'elles soient quasiment des génies. Il faut qu'elles soient des surdoués pour se faire respecter. C'est pour ça que je dis, à égalité de diplômes et de compétences, souvent les femmes sont meilleures parce qu'elles sont battues pour arriver à ce niveau-là. Donc, on a besoin des femmes africaines. Et donc, éviter ce gâchis des femmes et des jeunes. Et ensuite, j'ai dit qu'il faut ramener le débat de l'Afrique aussi à la question de la vision. C'est ça qu'on a besoin de leaders. Maintenant, les gens nous ont enlevé le concept de leader, nous ont
placer le concept de gouvernance qui correspond plus au discours de la Banque mondiale, du FMI, etc. La gouvernance, d'accord. Mais dans la gouvernance, quand c'est mal fait, on noie la responsabilité individuelle des leaders, la vision des leaders. Et on met en avant les institutions, c'est bien, la lutte contre la corruption, c'est excellent, etc. Mais parfois, on se retrouve avec des concepts mal maîtrisés, mal appliqués, et on laisse de côté le leadership. Tout le leadership africain visionnaire a été quasiment éliminé. C'est Lumumba, c'est Sankara, c'est Cabral, c'est Ruben Umniobe, c'est Félix Ouandie, etc., etc., un peu partout dans le continent. Il faut arrêter ça. Il faut restaurer le désir de leadership, la volonté de leadership des Africains, les jeunes, les femmes, tous les Africains, et avoir des leaderships visionnaires et qui savent ce qu'ils veulent, et que l'Afrique n'a aucune chance en restant balkanisée en 54 petits États insignifiants, incapables de peser sur la balance du monde. Mais que pèse le Sénégal devant les États-Unis? Que pèse le Sénégal devant la Chine? Que pèse la Gambie devant l'Inde? Je pense qu'il faut arrêter ça. C'est ça. Donc, justement, par rapport à cette gouvernance-là, aujourd'hui, vous, qui avez été aux affaires, qui êtes à la tête d'une direction qui travaille sur la paix, la sécurité, comment analysez-vous cette gouvernance démocratique avec tout ce qu'il y a dans ce contexte, en tout cas, de turbulences, notées surtout au Sahel? Alors, ce que je dis, c'est que il y a eu forcément, avec les événements du Sahel qui ont commencé en Libye, et l'ingérence des Occidentaux dans les affaires intérieures et des États et des peuples africains, et ils ont créé le malheur ici, ils sont partis. La conséquence, c'est l'effondrement de la Libye, suivi de l'effondrement du Mali, qui était prévisible, ensuite de tout le Sahel, et bientôt de la CEDEAO. Et il faut arrêter l'hémorragie. C'est pour ça que je dis, c'est bon d'avoir une gouvernance démocratique, mais il faut d'abord qu'elle soit inclusive et qu'elle soit bien pensée. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit vers la fin de mon intervention, il y a des Africains qui disent que ça ne marche pas parce que c'est du greffage. On a greffé des valeurs occidentales, de démocratie, etc., de gouvernance, sur des valeurs africaines, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Je dis, quel que soit Alpha, les Africains peuvent être aussi démocrates que les autres. Les Africains sont des humanistes. On a eu de grandes cultures démocratiques avec nos anciens, l'Empire du Mandé, Thierno Souleymane Baal, avec la révolution du Fouta Toro, où ils avaient des valeurs plus avancées que les valeurs des Occidentaux. Donc, qu'on nous dise pas que la démocratie, les droits de l'homme, certaines valeurs, c'est le monopole des Occidentaux. Les Africains ne connaissent pas ça. Si on ne connaît pas ça, qu'est-ce qu'on connaît? Qu'est-ce qui fait que nous sommes des Africains, des citoyens du monde, dignes de respect comme les autres? Parce qu'on protège la vie. La vie est sacrée. Parce qu'on respecte les droits des êtres humains, comme les droits des femmes et des jeunes. Parce que on accepte que seul le peuple est souverain en démocratie. C'est les peuples africains qui doivent élire leurs dirigeants. On ne peut pas verrouiller un pays et dire que ce n'est plus la peine de voter. Les partis politiques, on n'en a plus besoin. Société civile, on n'en a plus besoin. Nous, on a la bonne parole, on sait tout, on fera tout pour vous, rester tranquille, etc. Ça, c'est pas un bon modèle. On ne peut pas le faire au nom du fait que oui, parce que la démocratie, elle est occidentale. Ce n'est pas vrai. Monsieur le ministre, actuellement, on est dans un contexte international qui est en mutation, surtout avec la guerre en Iran, les États-Unis, Israël et tout. Mais dans cette mutation internationale, quelle est exactement la place de l'Afrique aujourd'hui? C'est que non seulement les stratèges du monde entier ne mentionnent même pas le nom de l'Afrique, au mieux ou au pire, l'Afrique est un marchepied pour eux. C'est un point d'appui pour aller vers les autres, faire ce qu'ils veulent. Donc là, je crois que pour exister, il faut que l'Afrique arrête de lever 54 mains pour prendre la parole, 54 pays qui vont dans tous les sens. Il faut qu'on parle d'une seule voix. Il faut qu'on confie la parole de l'Afrique, la parole de 1,3 milliard d'individus à une personne qui va parler et qui va peser aussi lourd que le 1,3 milliard d'Africains. Les gens vont nous écouter. Ils vont même se lever pour nous ouvrir la porte quand on a. Mais quand on a les 54 ministres des Affaires étrangères, 54 ministres du Commerce, pour venir parler, chacun lève la main. Et parfois, un Africain dit quelque chose, un autre Africain lève la main pour le démentir. Et les gens, cette cacophonie, les gens veulent qu'on nous respecte. Ce n'est pas possible. Maintenant, des sommets Afrique-Europe, sommet Afrique-Asie, Chine. Il faut tout à fait... moi, j'ai toujours été opposé à ça. Et j'ai pensé que
D'abord, sur l'autre point, rapidement, avant que je n'oublie, la question du droit qui est neutralisé au profit de la force. Ça mène à la catastrophe. Ça mène à une confrontation mondiale. La Chine est puissante aussi, n'est-ce pas? Elle peut se défendre si elle veut, elle peut faire comme les États-Unis. Les États-Unis, c'est honnêtement, dans le passé, un grand pays de démocratie, avec l'exemple de Obama, de John Fitzgerald Kennedy et tout ça. On vit aujourd'hui une face des États-Unis qui n'est pas la meilleure face des États-Unis. Il faut prier pour eux aussi, que Dieu vienne à leur secours et qu'ils se ressaisissent et qu'ils réorganisent leur gouvernance et qu'ils soient respectueux des autres peuples du monde, qu'ils arrêtent de dire aux autres peuples du monde comment ils doivent fonctionner, c'est quoi leur modèle, système de gouvernance qui est bon, etc. Parce que si ils connaissaient le bon système de gouvernance, ils l'appliqueraient d'abord chez eux. Donc, ils peuvent pas continuer comme ça à marcher sur tout le monde et en utilisant la force et la violence. Le résultat a été la guerre du Vietnam, des millions de bombes jetées sur un peuple qui aujourd'hui s'est ressaisi et a gagné la guerre. L'Afghanistan, ils ont plié bagages, ils sont partis, ils ont laissé un pays exsangue avec plein de difficultés, les femmes retirées des universités, des écoles, les femmes retournées au Moyen-Âge, etc. Ils ont détruit des civilisations comme l'Irak. Aujourd'hui, ils tentent de détruire l'Iran. Ce n'est pas bon. Et Israël en profite absolument pour son propre agenda. Un agenda vraiment belliciste, un agenda de combat, guerre par là, on a tué tel, on a tué tel, on a tué. Le monde n'est pas, c'est pas pour des histoires de j'ai tué tel leader, j'ai tué tel leader. Il faut qu'il se calme. Il faut que le monde change. Et donc, pour ça, je pense que l'Afrique aussi doit mieux s'organiser pour prendre sa place et qu'on entende la voix de l'Afrique. Le jour où on cherchera le point de vue de l'Afrique, on aura réussi quelque chose. Mais quand notre point de vue exprimé ou non exprimé n'a aucune importance, les gens continuent ce qu'ils ont à faire, ça veut dire que nous nous sommes auto-marginalisés. Ouais. C'est ça, effectivement, l'Afrique doit être mieux organisée. Et quoi qu'on l'on puisse dire, on a noté quand même quelques avancées démocratiques. Mais malgré ces avancées-là, pourquoi toujours les défis persistent? C'est un problème de leadership, c'est un problème de jeunesse, c'est un problème de femmes. Où est-ce que le bas blesse exactement, monsieur? Vous avez dit quelques avancées, c'est vrai. Il y a dans aucun système au monde un tout négatif ou un tout positif. Il y a toujours un mix des deux. Mais dans le cas de l'Afrique, nous avons quand même perdu nos repères. Nous ne fondons pas sur l'humanisme africain, sur certaines valeurs d'hospitalité, de générosité africaine. On a épousé de nouvelles valeurs qui ne sont pas les nôtres. Et après maintenant, on prend toujours, comme disait Senghor, à son ami Pompidou, quand Pompidou disait que les Français étaient ingouvernables, Senghor lui a dit Georges, attends de venir au Sénégal. Donc parce qu'il savait que le Sénégal aussi très dur, et il dit à certains de ses amis, les Sénégalais ont pris tous les défauts des Français et ils ont oublié de prendre leurs qualités. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut absolument changer dans nos comportements si nous voulons exister avec notre identité assumée, nos valeurs, pour que le monde puisse nous respecter davantage. Donc vraiment, il y a du travail sur ce rapport. Maintenant, nos démocraties, parfois aussi, honnêtement, après les conférences nationales, on a connu beaucoup de démocraties en Afrique de l'Ouest. Où est-ce qu'elles sont passées? 3 pas en avant, 5 pas en arrière. On reprend tout à zéro. Aujourd'hui, vous voyez les démocraties électorales en Afrique. Un chef d'État se lève, il élimine tous les adversaires potentiels sérieux. Après les autres, ses copains, il présente-toi, ouais. Le gars se présente, il est là pour amuser, remplir, comment dirais-je, pour le décor, quoi. Donc ça, c'est pas bon. C'est pas bon. La démocratie, telle que nous avions commencé à l'expérimenter après les conférences nationales, après le multipartisme, cette démocratie-là est dans un état de recul historique absolument incroyable. Et c'est pour ça, d'ailleurs, quand on réfléchit bien, que les jeunes se révoltent en disant, attendez, il n'y a pas que des coups d'État militaires. Il y a des coups d'État constitutionnels. Quelqu'un, ses mandats sont finis, il change la constitution, il dit, on reprend à zéro. Après les jeunes, il y a aussi des coups d'État électoraux. Quelqu'un va aux élections, il a 23%, et il se donne 60% dans les résultats, et puis il est là assis tranquille. Ça aussi, c'est un problème. C'est pour ça, moi, je crois qu'il faut vraiment des assises de la gouvernance en Afrique. Et la question du leadership doit être évoquée. Et il faut qu'on se réconcilie entre nous
et qu'on aide les jeunes régimes militaires là, à faire une bonne transition, moi je crois que c'est des gens, des leaders formés qui peuvent diriger des États. Et si les militaires qui doivent nous défendre ne sont plus sur le terrain, ils sont dans les palais, dans les ministères, on court de graves risques. Mais en même temps, faut pas juste les disqualifier comme ça. Il faut leur offrir des raisons d'espérer quand ils voient de bonne gouvernance civile, des gens qui respectent les constitutions, qui respectent les résultats électoraux, une alternance régulière. Là, les militaires seraient à l'aise et ils laisseraient tomber les histoires de pouvoir. Mais les civils, parfois aussi, ne sont pas vertueux. Ils provoquent, ils créent les conditions pour que les jeunes militaires se lèvent et les renversent. Le fameux éternel recommencement, voilà. Mais par rapport à ce symposium-là, la jeunesse, c'est la jeunesse qui est au cœur de la thématique. Cette jeunesse-là, quelle est sa place aujourd'hui en Afrique? Quelle est sa place dans la transformation démocratique qu'on est en train de vivre? C'est que malheureusement, cette jeunesse elle n'est reconnue que quand on a besoin d'elle. Et après ça, c'est les anciens, les autres générations qui dirigent. Il n'y a pas de transition générationnelle bien organisée. Il n'y a pas de système de transmission. Que les anciens qui sont en train de prendre la retraite passent tout leur savoir aux jeunes pour que les jeunes ne réinventent pas la roue ou ne refassent pas les mêmes erreurs. Tout ça, on l'a pas. Dans le Sahel, moi, j'ai dit que j'ai investi toute ma confiance de résilience du Sahel, de renouveau de l'Afrique dans la jeunesse. Parce que elle peut être porteuse d'idées nouvelles. Elle peut être porteuse d'une nouvelle forme de gouvernance inclusive. Parce que quand vous vous battez pour être inclus, une fois arrivé là-bas, vous ne pouvez que être partisan de l'inclusion. Parce que vous avez souffert de l'exclusion, vous savez ce que c'est. Donc, ces jeunes-là, Gorée Institute a absolument raison de les placer, même malgré même si c'est contre leur volonté ou leur compréhension, les placer au cœur du débat sur l'avenir du Sahel. Le Sahel est jeune, immensément jeune. Et que demain, il faut qu'on voit des gouvernements du Sahel composés en grand nombre de jeunes, qui responsabilisent les jeunes et qui permettent à ces jeunes qui n'ont rien à voir avec l'ethnicisme, le racisme, les exclusions. Les jeunes ne connaissent pas ça. Ils sont ensemble, ils sont heureux d'être des jeunes Africains ensemble. Ils n'ont pas les vestiges du passé et certaines valeurs ethnicistes ou des castes et tout. Ils ne s'occupent pas de ça. Ces jeunes sont modernes. Et donc, ils réunissent tous les atouts pour faire de nous le continent de l'avenir. Docteur Gadio, le nom de ce podcast, c'est Imagine Africa. Vous, en tant que panafricaniste inconditionnel, pour vous définir comme tel, quelle Afrique imaginez-vous dans 10 ans? Alors, moi, ceux qui ont fait l'agenda 2063, qui donnent rendez-vous aux Africains en 2063, moi, j'ai décliné leur invitation. Je n'attendrai pas 2063 pour voir imaginer une nouvelle Afrique. Je pense que l'histoire est en train de nous rattraper. L'histoire est en train de s'accélérer. Le négatif est en train de s'accumuler. Les quelques aspects positifs sont en train d'émerger. Tout ça mis ensemble, l'Afrique doit presser le pas. Dans les 10 prochaines années, je suis confiant qu'on aura des communautés régionales qui changent de forme d'union. Moi, je veux les États-Unis d'Afrique de l'Ouest, comme l'Union fédérative de l'Afrique centrale, de l'Afrique du Nord, de l'Est, du Sud, etc. Imaginez le Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon, Tchad, tous ces pays ensemble, ou bien le Tchad, on nous le prête, on l'incorpore dans le Sahel, la CEDEAO. Tous ces pays-là dont j'ai parlé, tous très riches en pétrole et en ressources naturelles. Ces pays s'unissent dans un bloc. Je vous jure que en 10 ans, ils vont commencer à faire la course pour attraper l'Inde ou pour attraper certaines puissances du monde. L'Afrique de l'Ouest unie, c'est 1 demi-milliard d'habitants. C'est 8 millions de kilomètres carrés, presque la taille des États-Unis ou du Brésil. On va faire aussi la course pour rattraper l'Inde, rattraper le Brésil, etc. Donc moi, j'imagine l'Afrique. On est malheureux aujourd'hui, mais les raisons d'espérer, les raisons du bonheur de réussir, de réunifier les Africains. Ce que les gens ne savent pas, c'est que chacun restera, moi, je resterai sénégalais, l'autre restera malien, mais nous aurons une appartenance commune à une entité qui est la Fédération des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous serons fiers d'avoir l'identité d'Afrique de l'Ouest et d'être originaires du Sénégal, du Mali, du Bénin, etc.
Donc, et la question de la souveraineté. Certains disent, ah, mais moi, Dieu m'a donné du pétrole, beaucoup de richesses. Les gens, les gagnants, là, me disent, on n'a qu'à s'unir pour que je partage mon pétrole avec les autres. Personne ne leur demande de partager quoi que ce soit. États-Unis, la Californie est extrêmement riche. C'est presque la richesse de l'Allemagne, la Californie seule. Le Texas a du pétrole à n'en plus finir. New York est un État extrêmement riche. Mais Alabama, Mississippi ont moins de ressources, sont plus pauvres. Chaque pays garde ses ressources. Par contre, dans un système fédéral, si on veut construire un système universitaire moderne, avec une trentaine d'universités de classe mondiale, il faudra qu'on mette le budget. 1 milliard de dollars par université par an. Ça fait 30 milliards pour 30 universités. Il faut bien trouver l'argent. Le Nigeria, s'ils ont beaucoup plus de ressources que le Sénégal, peut cotiser 100 millions de dollars, là où le Sénégal peut cotiser 10 millions de dollars. À chacun selon ses capacités, à chacun selon ses ressources. C'est comme ça qu'on mutualise. On ne dit pas qu'on va aller prendre le café cacao de la Côte d'Ivoire, ils cultivent leur café cacao, ils gagnent leur argent, on va le récupérer pour l'amener à l'État fédéral. Ce n'est pas vrai. L'État fédéral, c'est une mutualisation des secteurs clés sur lesquels on est d'accord. Le commerce, la diplomatie, l'armée, la citoyenneté et la monnaie. C'est tout. Tout le reste, chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, parfois, la solidarité fédérale fait que on peut aider un pays frère qui a des difficultés, on met nos propres moyens et on construit les infrastructures continentales qui traversent toute l'Afrique, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, au Centre, etc. Et ça, c'est l'Afrique que nous aimons, c'est l'Afrique que nous voulons et que nous cherchons dans tous nos combats et nous sommes convaincus qu'on atteindra cette Afrique-là un jour, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, merci, Monsieur le ministre, pour cet échange. Mais surtout, merci d'avoir accepté de prononcer le discours inaugural de cette 9e édition du symposium annuel du Institut. Et merci de m'avoir invité. Merci de m'inclure dans la famille de Gorée Institute qui mène un combat héroïque, un combat historique. Et vous existez depuis 30 et quelques années. Et votre combat est connu et respecté. Et je vous souhaite encore de prospérer davantage et d'avoir même des annexes de Gorée Institute un peu partout en Afrique. Voilà. Et Dieu le fera, Inch'Allah. Merci. Merci donc, chers internautes. On vous dit tout simplement à très bientôt pour d'autres débats sur l'avenir de l'Afrique.